Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc pour cette vidéo, on va essayer d'expliquer la gestion, la gestion des bases de données et des fichiers d'une base de données. Donc comme ce cours, il concentre sur le SGBD en général. Donc moi je préfère de commencer avec cette introduction. Donc on voit comment le SGBD fonctionne, quels sont les éléments importants d'une base de données et comment d'une façon globale. Ok, comme vous le savez, il y a par exemple dans le niveau de la certification, en ce qui concerne les bases de données, on a deux volets très différents. On a la conception des bases de données et l'analyse et la conception des bases de données, et on a l'administration et la maintenance d'une base de données. Donc ce sont deux volets. Par exemple, on a des gens qui font du développement. Donc les développeurs, généralement, ils font la conception, etc. Bien sûr, l'analyse. Mais on a d'autres côtés, par exemple, pour les administrateurs de bases de données ou les administrateurs de systèmes et réseaux et bases de données, c'est un volet qui regroupe des compétences communes. L'administrateur, son rôle, c'est de sauvegarder, de protéger, de paramétrer, etc. Mais avant qu'on passe, moi j'adopte cette approche. Par exemple, on peut trouver un développeur qui n'a pas des informations concernant la maintenance de la base de données. Donc, c'est juste une information, pour ce cours-là, nous, on ne va pas aller vers vers l'administration, mais c'est une introduction de l'administration de base de données. Mais bien sûr, on ne peut pas développer au niveau d'une base de données ou créer sans savoir les éléments de base. Comment cette base de données fonctionne et comment ce serveur, on est en train d'étudier le SQL Server, comment ce SGBD gère la base de données, etc. Quelles sont les possibilités offertes par ce système. Alors, comme d'habitude, moi j'utilise un fichier texte pour citer les étapes à suivre pour expliquer la vidéo. Alors donc, la première chose, je vais commencer par les fichiers d'une base de données. Alors, donc pour une base de données, généralement on a le symbole logique de la base de données. Ok, c'est une base de données stockée sur un serveur. Mais généralement, cette base de données ou ce symbole logique, les données sont stockées sur des disques durs. Ok, donc sur des disques durs sous forme de fichiers. Fichier 1, file 2, etc. Alors, pour le SQL Server, on a deux types de fichiers, ou bien trois. Deux types de fichiers. On a des fichiers primaires, des fichiers données et des fichiers de journal. Ok, donc les fichiers données, dans les fichiers données, on a deux types. On a les fichiers primaires et on a les fichiers secondaires. Et pour les fichiers journaux, ou bien les fichiers concernant les journaux de transaction, on va voir le rôle d'un journal de transaction, soit un SGBD ou en général un SQL Server. Donc on a deux types de fichiers. On a des fichiers data et on a des fichiers log, ou bien de transaction. Ok, ce sont les deux types. Dans les fichiers data, on trouve des fichiers primaires et des fichiers secondaires. Ok. Alors, donc moi je vais créer une base de données et je peux la stocker sur un fichier. Et ce fichier, bien sûr, il est sur un disque dur. Donc, c'est ça ce que vous devez savoir.
on a des fichiers de données et on a des fichiers log, des fichiers des journaux de transactions. Donc je vais l'expliquer ici. Alors donc c'est ça la première information que vous devez savoir. Donc après comment les données sont stockées au niveau de ce fichier. Je commence par les fichiers de data ou les fichiers de données. Alors ici je vais parler d'un concept un peu différent concernant les fichiers de base de données. Ce ne sont pas comme les fichiers normaux. Par exemple, je vous donne un exemple, c'est sur mon bureau, je vais créer un fichier test.txt. Alors ce fichier-là, généralement sa capacité par défaut est de 0 octet. Okay? Et à chaque fois que j'ajoute des données dans ce fichier-là, s'incrémente. Okay? Ça, c'est un fichier normal. Par contre, pour les bases de données, on a besoin de la performance, on a des transactions, par exemple, bancaires, et on veut qu'une rapidité au niveau d'exécution, et on veut pas un retard au niveau donc pour des raisons de performance. Alors, donc les fichiers de base de données, et on peut créer un fichier de base de données avec une taille, par exemple, data.mdf, je parle de SQL Server, .mdf de 3 mégaoctets. OK? De 3 mégaoctets. Alors, ça sert à quoi ça? Donc, au moment de la création de fichiers, le système il va créer comme des tiroirs au niveau d'exclure. Pourquoi tout ça? Pour faciliter l'écriture sur le d'exclure. Je vais écrire ici taux de capacité, on va voir le détail, c'est sous forme de blocs, etc. Mais le plus important, ce que vous devez savoir en ce qui concerne les fichiers de base de données, c'est différent des fichiers normaux. Donc un fichier normal, on va modifier, on va demander du disque dur d'enregistrer, etc. On n'a pas une structure comme un fichier de données pour une base de données. Alors, quelle information ici? Donc, le stockage se fait, on a ce qu'on appelle, je parle de SQL Server, il est ayant une information, donc dans ce volet-là, l'Oracle, il est trop détaillé avec son architecture, etc. Et même ce volet-là, il est trop détaillé comme ce SQL Server. Mais ici, on explique comment le SQL Server gère le stockage de données. Donc, on a ce qu'on appelle une étendue. Cette étendue, contient 8 pages et pour chaque page, on a 8 kilos. Ça veut dire, si on voit que ce fichier-là, il se forme de 2 pages. P1, P2, P3, P4, etc. Et 8 pages donnent ce qu'on appelle une étendue. C'est juste une introduction, on ne va pas trop détailler, mais pour aborder les bases de données, moi je préfère que l'informaticien en général, soit développeur, soit administrateur, l'informaticien doit savoir ces bases-là. Alors, ok, donc généralement, ça, ce que je veux partager avec vous concernant ce point-là, qu'un fichier de base de données, c'est pas un fichier classique, c'est un fichier avec une structure établie à l'avance, au moment de la création. Alors ici, je vais parler du fonctionnement du journal de transaction. On ne peut pas aborder les bases de données sans étude de ce genre. Alors je vais nettoyer mon écran. Alors en principe, on a les logs.
journaux, soit sur système d'exploitation, soit pour une application, soit généralement on a besoin d'un journal pour vérifier ce que se passe au niveau d'une application, d'un système, etc. Donc on a deux types. On a log classique, c'est juste un nom, classique ou normal. Et on a un journal de transaction. Quelle est la différence? Donc un journal, généralement un journal classique, par exemple si vous vérifiez les logs de Windows, vous allez trouver que, ah oui, pourquoi pas, observateur d'événements. Oui, on va afficher les journaux Windows, application. Donc un journal classique, généralement, en attendant le système qui charge ça, généralement, donc c'est une erreur au niveau de, par exemple, si un service n'arrive pas à démarrer, donc le système il va l'écrire. Si une application crash, le système il va écrire dans le journal que telle application, donc telle application ne fonctionne pas, ou on a des erreurs. Mais ce que je veux citer à ce niveau-là, c'est que on note après l'événement. Donc le système détecte l'erreur ou l'information concernant le démarrage d'un service, etc. Il va le noter sur le journal pour que les administrateurs ou les responsables en général, les administrateurs en général, vérifient le journal. S'ils veulent vérifier l'état de leur système, ils vont voir ce que se passe au niveau de ce système-là. Alors, comme vous voyez ici, ça c'est un journal pour le Windows. Il y a des avertissements, il y a une erreur. Je fais double-clic. Il y a le détail ici. Le nom de l'application Recorder, c'est bloqué. Okay? Donc, à partir de ce journal-là, je peux vérifier je peux détecter qu'il y a une application qui a crashé même en arrière-plan. Ce que je veux citer ça, c'est que les erreurs, ils sont notées après l'événement, après l'erreur. Voilà. L'application a crashé, le système il va le noter sur le journal pour que l'administrateur vienne voir ce que se passe. Même pour le développement, etc., on peut faire, les journaux, c'est pour faire l'audit. Alors, ça c'est pour un journal classique. Alors, pour le journal de transaction, non, c'est différent. Ok? C'est différent comment? On va voir le fonctionnement de ce journal. Alors, c'est un schéma donné par Microsoft, en ce qui concerne le SQL Server. Alors, on a un client, on a une application, on a le serveur. Donc, un client, il veut modifier des données au niveau d'une application, il veut demander de modifier des données au niveau d'une base de données. Alors le système, il va noter au niveau d'une mémoire cache, au tempo, pour récupérer les données, le verrouillage, etc. Je ne vais pas entrer dans ce détail, mais ça c'est un cours pour les 3e années, ce que vous devez savoir, c'est ça. Donc on va le récupérer au niveau de mémoire et on va faire des modifications. Mais on va le faire où? On va commencer d'abord pour l'écrire dans le journal des transactions. Ok? On va l'écrire ici, on va le valider dans le journal de transactions, et après, si ça passe bien, on va l'écrire sur le fichier de données ou sur le fichier data. Alors pourquoi tout ça? Parce que l'importance, comme vous le savez, l'importance des transactions, et on prend souvent l'exemple d'une transaction bancaire. Alors, si notre système crash à ce niveau-là, ok, tac.
Alors le système, il ne va pas écrire sur le disque dur. Et si on va, par exemple, on doit redémarrer le service ou on va redémarrer le serveur en général. Donc le système, il va revérifier le journal et il va l'écrire au niveau data. Okay? Donc c'est ça, c'est pour qu'on dise que c'est une transaction faite, c'est assez atomique, etc. Donc je ne vais pas entrer dans le détail des transactions. Donc c'est ça le rôle du journal de transaction. Donc on note, mais avant, par exemple, je vous donne un exemple. Dans le journal, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des requêtes. Par exemple, update, etc. Je vais l'enregistrer ici, sur le journal. S'il y a un problème qui empêche l'enregistrement sur le fichier data, ben, je vais réexécuter la requête. Okay? Mais le système, un SGBD, il fonctionne de cette façon. Okay? J'espère que ça soit clair. C'est ça le rôle d'un journal de transaction. Et généralement, à l'avance, on doit écrire ce qu'on veut faire au niveau de la base de données. Le système, bien sûr, le SGBD qui fait ça. Il ajoute les modifications, ou bien en général la requête au niveau du journal, et pour s'assurer que c'est exécuté. On a fait un virement, c'est fait. Il n'y a pas autre chose. Alors, pour s'assurer l'intégrité de données, etc., ça c'est un autre sujet. Alors, ok, je vais revenir vers mes fichiers. Alors, les éléments à prendre pour l'emplacement des fichiers. Alors, pour l'emplacement des fichiers, comme on a une base de données, il est constitué de plusieurs fichiers. Donc, on a cette base de données. Je vous donne un exemple. C'est une base de données. Le symbole logique, c'est une base de données, DB. Hein? Alors, donc, qu'est-ce qu'on cherche généralement pour les bases de données? C'est la performance, c'est la rapidité d'exécution. Alors, on a un fichier 1, par exemple, on a un fichier 1, F1, F2. Okay. Donc, ces fichiers, ce sont des fichiers physiques. On va les mettre dans des disques durs. Alors, des recommandations, je ne vais pas entrer dans l'administration pure, mais si je vous donne juste un exemple. On suppose qu'on a le disque dur 1 et le disque dur 2. Okay? Et on a ce disque dur, il lit par exemple 1 méga par seconde. C'est juste un exemple. Et ce disque dur-là, il fait l'écriture ou la lecture avec par exemple des mégas par seconde. Ok? Donc le SGBD, si on met les deux fichiers dans ce disque dur-là, donc le SGBD, il va attendre, par exemple, s'il a 10 mégas enregistrés pour deux fichiers, il doit attendre le disque dur pour qu'il enregistre les données sur sa structure. Ok, donc les recommandations pour le placement des fichiers, des fichiers de données. Donc on peut répartir les fichiers pour avoir plus de performance. Alors on suppose qu'on a le fichier 1. Le fichier 1, il est stocké sur ce disque dur-là. Et le fichier 2, il est stocké sur ce disque dur-là. Alors, donc, et le SGBD, il veut écrire sur les deux. On a deux applications. La première application, il est en train d'écrire sur le fichier 1, et la deuxième application, il est en train d'écrire sur le fichier 2. Ok? Donc le système, il peut contacter simultanément les deux fichiers. Et on va enregistrer sur ce disque dur-là et sur ce disque dur-là. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Bien sûr, c'est un domaine, c'est toute une spécialité. Mais c'est juste pour avoir une idée. Donc, l'emplacement des fichiers, je peux mettre, et on a, comme vous le savez, l'importance du log, ou bien du journal de transaction. Hein? Alors, pourquoi on stocke le fichier, le log, dans ce disque dur-là? On peut créer, si on a un troisième disque dur, DD3, ok,
et on va mettre le log ici. Donc le système, donc le fichier LDF, c'est le log sur SQL Server, mais c'est en général même Oracle, etc. C'est le même principe et ça change juste au niveau du paramétrage des réglages. Mais les principes sont les mêmes. Alors, donc on a un log, donc le système il va écrire rapidement sur ce disque dur-là. On suppose qu'on a un disque dur qui peut écrire 100 mégas par seconde. Il va écrire dans le journal et il va écrire les données dans les autres disques durs. C'est pour avoir de la performance et de la rapidité d'exécution, etc. Et bien sûr, on va voir, c'est même pour la tolérance au panne. Donc, c'est ça le principe des emplacements de fichiers. Ma base de données, il utilise ces deux fichiers-là. Okay? Et moi, en tant qu'administrateur, je parle d'administration, je peux répartir mes fichiers sur plusieurs disques durs pour gagner de temps et pour avoir de la rapidité, etc. Alors, il y a ici des détails. Les fichiers primaires et secondaires, si vous avez des tables qui sont fréquemment utilisées ensemble, vous devez les placer dans des groupes de fichiers, dans des lecteurs distincts. Par exemple, je peux mettre ça sur D, ça sur C, etc. La base de données TempDB, c'est une base de données temporaire sur SQL, donc de préférence de ces fichiers-là, et on peut le mettre dans un disque dur plus rapide, etc. Alors pour les journaux des transactions, donc ici c'est l'information, on peut utiliser un contrôleur RAID, c'est pour avoir la tolérance au panne. RAID, ça c'est on utilise ça en système, je ne vais pas entrer dans de détails, ou bien sur des disques séparés. Mais quand même, je parle de la technologie RAID. Donc la technologie, cette technologie, pour avoir comme je sais que vous avez entendu le mirroring, etc., RAID 5, RAID 1, etc. Donc on a un disque dur DD1 et on a un disque dur DD2. Alors avec cette technologie, je peux regrouper les deux disques durs et les configurer en miroir, en mirroring, ok, avec RAID 1. Ok, et l'utilisateur, il va voir un seul disque dur DD. L'utilisateur, il va stocker sur DD. Et ce système-là, il va écrire ici, simultanément. Ok, si ce disque dur tombe en panne, l'utilisateur, il va continuer d'utiliser les données sans aucun problème. On peut acheter un deuxième disque dur, on va le connecter, et après, on peut resynchroniser les données, et ça marche. Ça, c'est pour le mirroring. On peut utiliser, par exemple, on parle de RAID 5. RAID 5, je peux pour RAID 5, c'est juste pour vous donner une idée, je peux donner une unité de stockage au bail de stockage, ok, bail de stockage, et je peux connecter plusieurs disques durs. Ok, dans les data centers, on trouve ça. Ok, et je peux former tout ça en tant qu'un DD, un disque dur. Et on parle avec le RAID, et le RAID, il gère tout ça. C'est un disque dur tombe en panne, on lève et on insère un autre disque dur. On va aborder tout ça, Inch'Allah, avec l'administration Windows, etc., du système Windows. Donc quand on aborde le système d'exploitation, on parle de SGBD. Ok, donc pour l'utilisateur, il contacte le disque dur et il a DD1, il enregistre et tout s'enregistre sur cette bail de stockage. Ok, c'est ça l'idée de la technologie. Alors que sont les fichiers, les groupes de fichiers. Alors pour une souplesse au niveau de la gestion des fichiers les fichiers de données, on peut créer des groupes, par exemple groupe 1. Dans ce groupe 1, on peut ajouter un fichier 2, etc. C'est pour avoir de l'organisation. Pourquoi tout ça? Alors, on suppose qu'on a pour l'organisation.
C'est un point primordial et très important. Si on n'est pas organisé, si notre système n'est pas organisé, il ne va pas fonctionner correctement. Et si on a des problèmes, si on trouve des difficultés, et le diagnostic et la réparation ou la mise en place ou la mise en service sera difficile. Ok, donc on a ce groupe-là. On suppose qu'on a une application utilisée par RH, okay, pour le département ressources humaines. Et moi, je veux stocker tout le travail de tous les objets utilisés par ce département, les tables, les vues, les index et le tout dans un groupe de fichiers. Okay, dans un groupe de fichiers. Alors, si je veux, donc l'application, il va enregistrer, et moi, je suis sûr et certain que tous les objets créés par l'application RH ou ce département au niveau 2, il est stocké sur ce groupe-là. C'est une façon logique pour organiser les données. Alors, si je veux, par exemple, sauvegarder le travail de ce département, je peux sauvegarder juste ce groupe de fichiers, bien sûr avec l'ensemble des fichiers, ou bien je peux transférer ces fichiers-là d'un serveur vers un autre et l'application fonctionne. J'ai pas besoin de prendre toute la base de données. Ok, je peux prendre le RH, les fichiers qui est utilisé par cette application, par ce département, vers un autre serveur. Donc c'est ça l'idée des groupes on va voir une démonstration au niveau TP, du groupe de fichiers au niveau de SQL Server. Donc un groupe c'est juste c'est une unité logique, ok. C'est juste, je dis que G1 c'est un nom, mais les données ils sont stockées sur on ne trouve pas un groupe G1 sur le disque dur, mais on va trouver les fichiers qui appartiennent à ce groupe-là, ok, et comme ça on peut les récupérer, on peut les détacher et aller les connecter sur un autre serveur pour faire un transfert d'une application par exemple d'un serveur vers un autre. Alors c'est ça une base de données comme on a dit au début, elle est une base de données, c'est pas comme des fichiers classiques. Donc un fichier classique, on l'ajoute avec 0 octet. Mais un fichier de base de données, il faut prendre en compte la taille de la base de données en général. Donc dans le système, on va voir ça dans le TP, dans le système, on peut demander au système de nous créer une base de données des mégas. Okay. Et le système, il offre par exemple le SQL Server, il vous offre, est-ce que vous voulez que le système s'en charge de la croissance automatique de cette base de données? Si les applications ou l'utilisation de cette base de données demandent d'un espace de plus, le système il va allouer de l'espace d'une façon automatique avec un pourcentage ou avec une capacité de données. On va voir ça dans le TP. Et la même chose pour le journal, les fichiers journaux. Okay, je demande une capacité et je paramètre mon système, soit la croissance automatique ou la croissance manuelle. C'est par exemple, je vous donne un exemple, j'ai une base de données, il y a plusieurs transactions, l'espace réservé de 3 mégas, il est saturé. Donc les gens, ils ne peuvent pas insérer. Donc l'intervention de l'administrateur, il est requise pour ajouter de l'espace au niveau de la base de données. Okay, et la possibilité de le SQL Server et pas mal les SGBD en général, SGBD c'est une fonctionnalité, ils peuvent donner un espace de stockage pour une base de données d'une façon automatique. À chaque fois qu'on a besoin, on peut. Alors ici, je suis juste pour créer, on va créer une base de données soit via l'interface graphique, soit via les requêtes SQL, mais ici juste pour vous montrer que moi je veux que ma base de données soit enregistrée sur un fichier de données et sur un groupe de fichiers bien définis. Ok.
Parce que le moment que je veux faire transfert de cette base de données, je peux transférer que le fichier qui contient le tout. Ici, on a une information collect, c'est le classement. Et on a expliqué le classement dans la vidéo précédente, je pense. Okay. Alors, il y a des options pour la base de données importantes, on va le voir dans le TP. Donc, on a par exemple la fermeture automatique, l'autocompression, l'option. Il y a plusieurs options, mais parmi les plus importants, par exemple, c'est on a des modifications à faire au niveau de notre base de données, mais on a besoin de garder la base de données en lecture seule. Les gens accèdent, mais ils ne modifient pas les données. Ben, je ne vais pas envoyer un mail aux utilisateurs, s'il vous plaît, veuillez ne pas modifier, ne pas. Je peux, en tant qu'administrateur, paramétrer ma base de données en lecture seule. Et le système, les utilisateurs, ils ne peuvent pas de toutes les façons accéder en modification à ma base de données. Il y a d'autres options, on va le voir. Alors, redémentionner, par exemple, les fichiers de la base de données. Ça, c'est, je peux jouer sur la taille, etc. C'est juste une information. Et je peux compresser mon fichier. Comme vous le savez, comme on a dit que ça, c'est sur le disque dur, elle est comme ça. On a des pages, page 1, page 2, etc. Il se peut qu'on a des pages vides et je peux, c'est comme défragmentation de disque dur, etc. Le système, il peut compresser une base de données pour gagner de l'espace. Ok, alors ici, il y a un concept très important. On ne peut pas aborder les bases de données sans les schémas. Les schémas, donc moi, comme je fais en classe, je l'explique avec le concept de Oracle. Donc ce Oracle, donc on a pour chaque utilisateur, user 1, on a schéma user 1. Ça c'est user, ça c'est schéma. C'est quoi un schéma? Un schéma, c'est un conteneur. Donc, tous les objets créés par l'utilisateur 1, ils sont stockés sur le schéma user. Alors, si je veux moi récupérer tous les objets c'est table 1, vue 1, index 1, contrainte, le tout. Tous les objets de la base de données, ils sont stockés sur ce schéma-là. Alors, moi, si je veux récupérer les données, les objets créés par user 1, je vais récupérer ce schéma. Ça, c'est sous Oracle. Mais c'est le même principe. C'est le même principe, sauf que SQL Server ne crée pas nativement de cette façon. Alors, je vais récupérer ça. C'est l'espace de nom pour un objet sous une base de données. OK? Donc, pour atteindre un objet, c'est très important, il faut passer par le serveur, la base de données, le schéma et enfin l'objet. OK? Donc, on ne peut pas trouver un objet. L'objet, il est dans un schéma. Et le schéma, il est dans une base de données, et la base de données, il est sur un serveur. Ok? C'est ça, l'espace de nom, c'est un espace de nom, etc. Alors, moi, je peux créer un schéma. Schéma, par exemple, RH. Ok? Ce schéma-là. Et dans ce schéma, je vais créer des objets T1, T2, etc. Donc le chemin RH.T1. Si je veux sauvegarder les objets utilisés dans ce département,
géré par une application ressources humaines, je peux sauvegarder le schéma. Et ce schéma-là, c'est un conteneur. C'est un dossier dans lequel on regroupe. C'est juste pour vous expliquer que c'est un conteneur en général. J'espère que c'est clair. Ok? Donc c'est ça l'objet d'un schéma. Et par défaut, on trouve le schéma par défaut, c'est DBO. DBA, on a le point. Tous les objets sont créés dans ce schéma-là et on peut changer ce comportement-là. On peut créer notre propre schéma, etc. Et on peut organiser les objets de la base de données comme on veut. Je pense à ce que je veux partager avec vous en ce qui concerne la partie théorique, etc. On va passer en TP pour voir pour montrer tout ce qu'on a vu dans cette partie. Alors, vous avez moi j'utilise mon lab, j'ai installé le SQL Server sur un serveur Windows 2008 R2 et je peux l'accéder à partir de ma machine physique via le client que je préfère, par exemple Management Studio 17 ou 2008, mais ou bien c'est pour vous, si vous avez déjà une installation sur votre PC physique, vous pouvez l'utiliser. Ok, vous pouvez l'utiliser. Ça, c'est le Management Studio livré avec la version 2005. Ok, alors on va passer au TP. On va passer au TP, démarrer le Management Studio. On a démarré, créer une base de données avec paramétrage par défaut. On va aller, donc une information, donc le Management Studio, il représente les composants, les données d'un serveur, donc sous forme de dossier. Okay, on a un dossier pour les bases de données, on a un dossier pour la sécurité, les connexions, etc. Et on a des sous-dossiers, et on a les objets serveurs, etc. On fait état de mesure, on va voir de quoi il s'agit et ça sert à quoi chaque dossier. Mais généralement, c'est ça l'arborescence ou la structure d'un serveur SQL Server. Donc alors on va créer une base de données. On va créer une base de données. Pour la créer, il faut cliquer avec le bouton droit, nouvelle base de données. OK. Et on va créer une base de données avec le paramétrage par défaut. Je ne vais rien toucher, ni au niveau des options, ni groupe de fichiers, ni rien du tout. C'est ce que demande la question. OK. Et je vais la créer. Alors, on a la base de données là. Et dans la base de données, donc on a ce système d'arborescence. On va voir ça après. On a les tables, on a les vues, on a les synonymes, on a la programmabilité, etc. Et tout. Donc, on a cette base de données. On a créé une base de données avec l'assistant. C'est avec le paramétrage par défaut. C'est là. Alors, vérifie que les fichiers de base de données sont créés dans l'emplacement correct. Alors, pour l'emplacement correct, on a dit, ça c'est le symbole d'une base de données, mais la base de données, il est enregistré sous forme de disque dur, sous forme de fichiers. Donc, on va aller chercher où SQL Server stocke les fichiers de la base de données, OS, ou bien la partition C, programme file, je pense une version 32, alors Microsoft SQL Server, je pense le 90, non, désolé, je pense ici, je pense MS SQL, on va voir data. Et dans ce dossier-là, on doit trouver deux fichiers. Donc on a SGA et on a SGA log. Donc, une base de données, il ne peut pas fonctionner sans journal. Et qu'on a expliqué. Donc, alors, si je veux copier ou déplacer cette base de données, je ne peux pas la prendre sans journal, parce que il ne peut pas fonctionner. Et comme vous le voyez, et comme vous le voyez ici, c'est très comme vous le voyez, qu'on a un fichier de base de données, mais pas avec 0 octet, avec 3 mégas.
et on a un log de 1 méga. Ok? Mais initialement, on n'a aucun objet, on n'a créé aucun objet au niveau de la base de données, mais il est de cette taille. Ok? Ça, c'est différent. Ouais, on va créer un fichier ici, un fichier texte. Et comme vous le voyez ici, c'est 0 octet. C'est un fichier normal, c'est un fichier classique. 0 octet. Je vais le modifier. Tac, 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 tac. CTRL S, c'est juste pour avoir... ah oui, on a 1 kilo. Ok? C'est différent de la base de données et c'est très important de partager avec vous des informations de cette façon. Donc les fichiers sont bien créés. On va passer à la question suivante. Créer une base de données avec la configuration spécifique. Alors, entrée. Ok. Alors on va créer une base de données avec des paramètres personnalisés. Alors on va créer une base de données SGA2, mais on va intervenir sur la taille initiale des fichiers. Alors on va créer avec une taille initiale de 10 mégas. Case à cocher, activer la croissance, désactiver. On ne veut pas la croissance automatique, soit pour le journal, soit pour le log data 1 et le log de SGA 2 et on va créer un deuxième fichier avec des mégas. Voilà. C'est juste la création. Je donne ça, mais tapez. C'est annulé. Alors, on va créer une deuxième base de données. Mais cette fois-ci, on va toucher on a dit que le nom de la base de données, c'est SGA2. Et ici, on a les fichiers. Alors, ce fichier-là, on peut le paramétrer. Alors, comme vous le voyez ici, vous voyez l'emplacement, le chemin d'accès. Je peux le modifier, je peux l'envoyer vers un disque dur plus performant. Alors, okay. Allez, ici, on a la taille initiale, ce que je veux. Ah oui, moi j'ai demandé de 10, des mégas, c'est en mégas. Alors, pour désolé, je vais voir juste pour 10, ben, je vais mettre pas 10, c'est juste 2, c'est le journal, il n'y a pas de... On n'écrit pas les données en général. De 2 mégas. Et ici, on a la croissance automatique. Et ici, par défaut, activer la croissance automatique. Donc, le système, il va ajouter de 1 méga en cas de besoin. Moi, je peux, pour un espace illimité, ou bien je peux bloquer mon SGBD à 100 mégas. Je ne veux pas une base de données plus que 100 mégas. C'est 100 mégas, je dois faire une intervention de compression ou de compactage de la base de données en mégas ou en pourcentage. Par exemple, je peux ajouter 1 méga en cas de besoin ou un pourcentage 10%. Ok? Donc, pour la question, il demande de désactiver la croissance automatique. Ok. OK. La même chose pour le journal, je peux désactiver. OK. Alors, ça y est pour d'une part. D'autre part, je veux pour le troisième point, on va créer un deuxième fichier. Alors, un deuxième fichier, je peux cliquer Ajouter. Et je peux nommer mes fichiers data 2. Ok. Là, je peux changer les paramètres comme j'ai fait. Soit je veux la croissance automatique, etc. Pour avoir data. C'est un exemple. Ok. Je peux créer des fichiers RH, etc. pour les applications. Oui, ok. Très bien. Donc, le système, il va créer la base de données. On peut revenir vers les fichiers. On a les fichiers, on a le paramétrage pour les fichiers, etc.
Alors, vérifie les fichiers, toujours. Ouais. Donc, je vais passer en mode plein écran, c'est comme ça que je travaille. Ok, on va trouver les fichiers, data 1, data 2, log 2, etc. Si je veux me filmer, je trouve les tailles que j'ai précisées, 10 mégas. Ok, une base de données avec des mégas. Très bien. Alors, copier les fichiers sur le bureau. C'est ici pour vous montrer une information très importante. Alors, je vais essayer, je dis ça dans BTP, ICGA log. On va essayer de copier ces deux fichiers sur notre bureau. Alors, les systèmes, généralement, on ne peut pas prendre la base de données si il est attaché ou il est utilisé par le serveur. Donc, c'est une erreur de débutant. Oui. Voilà, donc, on ne peut pas récupérer les fichiers de base de données parce qu'ils sont utilisés au niveau de ce serveur. Donc, les débutants, moi, je souligne ça pour attirer l'attention des étudiants pour éviter ce problème-là. Alors, ça ne marchera pas. Donc, il faut, si vous voulez faire ça, il faut le détacher à partir de Management Studio. Annuler la copie. Ok, je vais aller dans ICGA et je vais toutes les tâches. On a ici plusieurs tâches. Je peux par exemple mettre hors ligne. Ok, je peux le mettre en ligne, détacher. Alors, ok, je ne vois pas la base de données. Et ici, je vais recopier, il est déjà copié sur le. Ok. Et j'ai les bases de données. Les deux. Donc, c'est la base de données avec son journal. Avec son journal. Alors, copier les fichiers sur le bureau. Installer. On va utiliser deux bases de données. Un exemple de base de données que j'utilise pour réaliser les requêtes, etc. Donc, ces deux bases de données, ce sont très, très anciens et ils sont, pour des raisons pédagogiques, sont très utiles. Alors, pour avoir ces deux bases de données, généralement, il y a un exemplaire à installer sur un package. Il y a un package à installer. Donc, on installe je partage ça avec les étudiants. Donc, on installe ce package et ce package il va nous donner ces deux bases de données, exemple 2000, exemple database, et je peux prendre les deux bases de données. Donc, pour la question, il me demande de prendre ces deux bases de données et l'attacher, et connecter au niveau de mon serveur SQL. Alors, je vais copier les deux bases de données. Bien sûr, il ne faut pas oublier le journal. Et je vais aller dans le dossier data de SQL, et je vais les coller. Ok, j'ai les bases de données ici. Alors, je vais aller dans mon SQL Server, je vais l'actualiser pour voir est-ce que le système récupère automatiquement les bases de données dans le dossier data. Non. Généralement, le SQL Server, il n'actualise pas en temps réel les objets. Ok, généralement, ça ne va pas apparaître de façon automatique. C'est juste une idée. Okay, par exemple, si vous ajoutez parfois une base de données et vous ne voyez la base de données, il faut l'actualiser. Il faut actualiser les dossiers. Il faut actualiser les dossiers pour récupérer. Mais pour les bases de données, si on ne l'attache pas, on ne peut pas. On ne peut pas voir la base de données. Donc alors, on va pour cette arborescence, il est bien structuré. Si je veux des informations ou de paramétrage concernant le serveur, je dois aller au niveau serveur. Et il y a propriété de ce serveur. Si je veux des informations ou des paramétrages concernant les bases de données, je dois aller ici. Donc, si je veux dans la sécurité, je dois aller dans le dossier précisé.
ou bien si je veux aller dans un sous-niveau ANS. Alors je vais cliquer sur base de données et je vais choisir joindre. Et joindre, OK. Ajouter. Le système par défaut il pointe sur le dossier data. Alors on va utiliser la première base de données et on va ajouter la deuxième base de données. Donc ce sont deux bases de données qui sont déjà remplies pour qu'on puisse tester les requêtes avec. C'est tout ça, c'est juste une introduction pour qu'on puisse aller vers l'étude des requêtes, etc. Alors, OK, le système il est en train d'attacher les bases de données. Je vais revenir vers ma question. Alors, on a attaché. Alors, il y a une question. Va explorer les objets de ces deux bases de données. OK, très bien. Donc, on a deux bases de données. On peut voir, et on a les tables. Alors, bien sûr, je peux cliquer sur la table catégorie. Alors, ouvrir la table. J'utilise l'interface. Ou bien je peux utiliser des requêtes. On a la table, etc. Je peux appeler une requête. Tac, 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 tac. Ah, je ne suis pas connecté. Notification. OK. Et je peux select par exemple. Select étoile from. Je peux déplacer ça. On va partager, Inch'Allah, pas mal d'astuces et des techniques. Exécuter. Il ne va pas trouver l'objet. Pourquoi? Parce que la base de données sélectionnée par défaut, c'est master, c'est pas c'est pas DB. Je peux utiliser use, pas user, use. Je peux utiliser cette base de données. Tac. Et comme vous le voyez, on a récupéré les données, etc. C'est juste un petit test pour voir. Donc, parce que dans la question, il demande de vérifier les objets. Donc, on a des vues. C'est une base de données qui est déjà complète. Et alors, donc le tout, la sécurité, etc. Ça, c'est pour la première base de données. Pour la deuxième, la même chose. Je veux par exemple select. Cette introduction, moi, je la trouve très importante avant que c'est mieux que d'aborder directement je peux choisir la base de données. Et comme vous le voyez, que notre système fonctionne. Soit je peux utiliser ça, je peux utiliser, oui, pourquoi pas. On utilise, mais on laisse pour après. Je vais terminer d'abord je pense que OK. Donc c'est bon. Donc alors pour les fichiers, moi j'ai pas une installation de Visual Studio pour créer un projet. Moi je donne ça comme dans les salles TP. Et il y a déjà une version de Visual Studio. On peut créer des projets VB et on peut détacher la base de données. On va le stocker au niveau de le projet et on va livrer le projet .NET avec sa base de données. Le système il va prendre la base de données. On n'a pas besoin d'un serveur connecté ou un serveur installé pour enregistrer les données, etc. Donc, je donne cet exemple à mes étudiants pour faire une liaison entre les bases de données, le système de développement, etc., pour avoir une idée générale, une idée que l'informatique, c'est un métier lié. On ne peut pas dire que moi, je fais que le code, etc., mais un vrai codeur, un vrai développeur, il doit savoir les bases en système, en base de données, etc., pour qu'il puisse aller plus loin. Et nous, on essaye de la formation de forger
le cerveau de l'étudiant pour qu'il soit autonome et capable de s'adapter avec n'importe quelle technologie ou système, etc. C'est ça l'objectif. Alors, je vais revenir vers mon fichier. Il y a quelques points à dire concernant les TP. Alors, pour les options, hein, ouais. Ici, on a les options d'une base de données. Pour les options d'une base de données, par exemple, je prends cette base de données. Je peux, par exemple, pour les tâches, je peux mettre ma base de données hors connexion. Et je suis tranquille. Je protège les données. Alors, pour les propriétés, je vais la mettre en ligne. Le système l'actualise. Je peux aller dans les propriétés. Ça, c'est les options d'une base de données. Alors, il y a pas mal de fermeture automatique. Ok, je peux fermer ma base de données après la dernière requête, etc. Je peux demander la réduction, compacter la base de données d'une façon automatique. Ok, c'est les points. Ici, on a une information, base de données en lecture seule. Okay. Il y a pas mal d'options. Vous pouvez les modifier, etc. True. Et je peux paramétrer ma base de données en lecture seule. Donc on peut pas, je vais faire un test. J'ai pas fait ce test avant, mais je fais confiance à répéter le type d'objet. Alors enregistrer. Ah oui, impossible de créer l'objet, échec de mise en 1, car la base de données, il est en lecture seule. Ok, c'est juste pour vous montrer. Oui, je vais revenir vers mon fichier. Il y a d'autres informations. Alors, il y a je pense, le groupe de fichiers. OK, l'information concernant les groupes de fichiers. Donc, je peux aller à ma base de données. Je peux changer le mode. L'option lecture seule. C'est valable pour toutes les versions. Moi, je préfère une version basique. Comme ça, c'est... OK. Propriété. Alors, propriété. Donc, on a ici les fichiers. Ici, on a les groupes de fichiers. Par défaut, on a un groupe primary. Et je peux ajouter, par exemple, groupe 1. OK. Donc, la force de ça, je peux créer un groupe en lecture seule. OK. Ou bien un groupe par défaut. Par défaut, donc, tous les objets, si je précise pas moi le groupe de fichiers, donc le système il va le créer dans le par défaut, donc dans le groupe par défaut. Donc ce sont des options, ça c'est le volet administration, donc tout ce qui est administration, mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pour vous donner une idée sur même le volet administration des bases de données et pas juste le développement et la conception. Ok, alors on va aller dans les fichiers. Et on va ajouter un fichier dont il se genre 2 underscore data 3. Mais je vais préciser mon groupe. Ok, c'est le groupe 1. Je vais ajouter un quatrième. J'espère que vous trouvez ça intéressant. Et groupe 1. OK, je vais aller dans les groupes. Et ici, on trouve qu'il y a 2 fichiers OK pour paramétrer mon système. Et c'est bon. Alors, oui. Moi, franchement, j'essaye de partager le max avec soit mes étudiants, soit avec les autres internautes pour que le partage soit complet. Alors, je pense à ce que... Ah oui, je vous montre les schémas. Ouais. Mais j'ai oublié ça. Donc, pour les schémas au niveau de base de données, on a les étages, probabilité. C'est pas ça, ça c'est juste le diagramme. Étable. Oui, je vais vérifier les 2 bases de données qui sont déjà. Et comme vous le voyez ici, on a catégorie et on a avant le schéma. C'est DBO. DBOwner, c'est le schéma par défaut. Et on peut créer un objet, par exemple. Et donc, je pense qu'il y a les vues, système, stockage. Ah oui,
Schéma et partition. C'est les partitions, les catalogues intégrales. Alors, la programmabilité. Et pas le schéma. Suivant. Nouvelle table, le but. Alors, capture instantanée, base de données. Utiliser intégral. Ah oui, ici, c'est dans le sécurité. Donc ici, on a des schémas. Et vous trouvez, on a des BO. C'est le schéma par défaut dans lequel la base, les objets par défaut, ils sont stockés ici. Si j'ajoute une table, donc il est stocké par défaut, on a un guest, on a pas mal pour séparer et je peux ajouter un schéma, nouveau schéma. Ça c'est le schéma, c'est pas le diagramme, on va le tester après. Le diagramme de la base de données, test schema. Alors, le propriétaire, je peux marquer ça. Ok, c'est juste impossible de faire comme ça. Pourquoi? Parcourir, on va utiliser DBO. Tac, 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 tac. C'est un utilisateur. Tac. Ok, c'est juste un exemple. On va détailler tout ça, Inch'Allah, après, pour les prochaines vidéos. Je vais essayer de voir est-ce qu'il y a d'autres choses à partager ou non. Ok, donc on a vu le schéma de la base de données, etc. Le schéma. Je pense que c'est tout. J'espère que c'est intéressant pour vous. Merci pour votre attention et bon courage et à la prochaine, Inch'Allah.